Bienvenue, congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Précédemment, nous avons parlé des différents types de sélection qui influent sur le succès reproducteur des individus. Mais c'est là que quelque chose devrait vous chatouiller le cerveau. Individu. La nature devrait donc être profondément égoïste, puisqu'en termes de transmission de gènes à sa descendance, c'est chacun pour sa gueule. Alors pourquoi la vie en société, ça existe? Tout s'effondre. Exactement. Ou pas, car t'inquiète canne blanche, ça s'explique. Comme nous l'avons dit, la sélection naturelle favorise les individus présentant une aptitude leur conférant un plus grand succès de reproduction, quitte à ce que ça se fasse aux dépens d'autres organismes du même environnement. Tu rabâches. Je sais, mais c'est essentiel. Or, la coopération est extrêmement répandue dans la nature. Les gènes coopèrent pour constituer des génomes, les cellules coopèrent pour former des organismes pluricellulaires, etc., etc. Mais surtout, on retrouve cette coopération chez de nombreuses espèces animales, y compris l'homme, chez qui se forment des sociétés organisées. Chez les insectes sociaux aussi. Termites, fourmis, abeilles. Par définition, la coopération est une interaction entre au moins deux individus qui procure un bénéfice réciproque aux partenaires qui coopèrent. Et ce bénéfice, on le mesure en... Attends, laisse-moi deviner. En succès reproducteur. Précisément. Donc, pour que ces comportements soient maintenus au cours de l'évolution, il faut absolument que le bénéfice lié aux actes coopératifs soit supérieur au coût que ces actes imposent aux individus. La coopération répond à des contraintes environnementales, et à ce titre, elle présente deux avantages. Un avantage en termes de protection contre les prédateurs, et un avantage en termes d'accès aux ressources de nourriture. Cela amène alors à des comportements collectifs, tels que des comportements de vigilance collective. Comme chez les suricates ou les oiseaux grégaires, tels les oies. Un animal sujet à la prédation est sans cesse confronté à un dilemme. Passer l'essentiel de son temps à se nourrir et risquer de se faire surprendre, ou passer la majeure partie de son temps à surveiller son environnement et ne pas se nourrir. Or, au sein d'un groupe, chaque individu peut profiter de la vigilance de ses congénères, ce qui lui permet de diminuer son propre taux de vigilance, tout en conservant ses chances de déjouer l'attaque d'un prédateur. Ou encore la défense collective, contre les prédateurs. Comme chez les bœufs musqués, qui face à des loups se mettent de front, flanc contre flanc, pour former un vrai mur de cornes afin de se défendre. Du côté des prédateurs, comme les lions ou les lycaons, la coopération permet la capture de proies qu'un individu seul n'aurait pu réussir. La nourriture est par la suite partagée, et le coût pour chaque individu diminue avec l'augmentation de la taille du groupe. Dans ces cas de coopération, on a donc un bénéfice immédiat pour les individus, à tel point que l'on en arrive même à des comportements de coopération entre individus d'espèces différentes. C'est ce qu'on appelle le mutualisme, interaction dans laquelle les bénéfices sont réciproques, contrairement au commensalisme, interaction qui est bénéfique pour le commensal et neutre pour l'hôte, ou encore au parasitisme, bénéfique pour le parasite, mais néfaste pour l'hôte. Cependant, comme on a pu le souligner dans un épisode précédent, ces interactions biologiques sont en équilibre dynamique constant. Par exemple, il existe une espèce de pinson sur les îles Galapagos qui se nourrit du sang d'autres oiseaux, comme les fous à pieds bleus, en les vampirisant, ce qui est une forme de parasitisme. Or, on suppose qu'à l'origine, ces pinsons devaient seulement se nourrir des insectes parasites suceurs de sang des fous. La relation était alors à bénéfice réciproque, donc mutualiste, ce qui explique la docilité encore actuelle de l'hôte. #ironie. Le mutualisme peut également aboutir à une symbiose, c'est-à-dire que les deux organismes mutualistes deviennent indissociables l'un de l'autre, formant une seule entité en quelque sorte. C'est le cas du lichen, symbiose entre une algue et un champignon. La partie algue permettant la photosynthèse à l'origine des sucres qui nourriront l'organisme symbiotique, et la partie champignon permettant la survie de l'organisme et son ancrage en dehors du milieu aquatique. On peut aussi citer le microbiote intestinal de l'homme, autrement dit l'ensemble des bactéries et autres micro-organismes vivant dans son intestin est totalement indispensable à sa survie. L'humain offre le gîte et le couvert, et en retour, le microbiote a un rôle essentiel dans l'immunité de celui-ci et la digestion des aliments qu'il ingère. Ne me dis pas que tu as encore faim. Néanmoins, tous ces mécanismes de coopération et cette sélection de groupe ne suffisent pas pour expliquer un comportement qui engage encore plus les partenaires dans leurs relations, ce que l'on appelle l'altruisme. En biologie, un comportement altruiste est un comportement qui amène un acteur à faire en sorte d'accroître le succès reproducteur d'un bénéficiaire aux dépens de son propre succès reproducteur, et même dans les cas les plus extrêmes, au péril de sa vie. On peut prendre comme exemple les individus de certaines espèces d'animaux qui s'occupent de la progéniture des autres sans se reproduire eux-mêmes, ou encore l'exemple de l'abeille prête à se sacrifier pour défendre sa ruche et sa reine. Attends, il y a un paradoxe évolutif majeur là. C'est un paradoxe.
Comment, en vertu de la sélection naturelle, des individus qui ne se reproduisent jamais ou consacrent du temps et de l'énergie à d'autres individus peuvent apparaître de génération en génération? Certes, ce problème n'avait pas échappé à Darwin, qui se posait la question du maintien de génération en génération de castes de femelles stériles chez les insectes sociaux, alors qu'elles ne peuvent par définition pas se reproduire. Idem, si un individu égoïste venait à apparaître par hasard dans un groupe coopérant, il profiterait alors des autres membres du groupe, sans réciprocité, accroissant son propre succès reproducteur aux dépens de celui des autres. Ainsi, sur plusieurs générations, ce différentiel aboutirait à une population à 100% égoïste. Darwin émet alors l'hypothèse que la sélection peut agir à l'échelle de la famille, en plus de celle des individus. Mais il ne peut l'expliquer, puisqu'il ne connaît pas la génétique. Et ça t'oblige à mettre une référence aux années 90 qui pique les yeux. Il faudra attendre près d'un siècle pour expliquer alors l'évolution de l'altruisme de reproduction. Vas-y, fais péter. Cette théorie a été proposée par William Donald Hamilton dans les années 60. Sacré Bill Hamilton. La base de sa réflexion est qu'il ne faut plus penser en termes d'individus, mais en termes de gènes. Et alors là, la transmission d'un gène hypothétique qui serait à l'origine de l'altruisme devient possible par le bénéficiaire si celui-ci a un certain degré de parenté avec l'altruiste, et donc a la probabilité d'être porteur du dit gène. Du coup, la probabilité que le bénéficiaire possède ce gène, et donc le transmette à ses descendants, va dépendre de sa corrélation génétique avec l'altruiste. En gros, plus ils sont proches du point de vue de l'apparentement, plus ils ont de gènes en commun, et donc plus la probabilité qu'ils partagent le gène de l'altruisme augmente. Cela aboutit à la loi de Hamilton. Les comportements altruistes seront favorisés par la sélection si le bénéfice procuré, multiplié par la corrélation génétique entre les partenaires, est supérieur au coût subi pour effectuer ces comportements. Pour Hamilton, peu importe par qui le gène est transmis, du moment qu'il est transmis à la future génération. Et ce raisonnement génétique peut s'appliquer à l'ensemble du génome. Wikipédia le résume assez bien. Il y a donc toujours un intérêt derrière toute action, mais cet intérêt décroît en fonction du coefficient d'apparentement. L'altruisme sera donc de 100% pour un individu envers lui-même, il ne sera plus que de 50% pour ses enfants, parents, frères et sœurs, il tombe à 25% pour les grands-parents, petits-enfants, demi-frères et demi-sœurs, et devient infime au-delà. Wikipower. Mais c'est quand même pas très sérieux. Si on vérifie les sources, si. Cela se vérifie par exemple chez plusieurs espèces d'oiseaux, comme les guépiers à front blanc, dans le comportement d'assistance parentale par des pré-adultes, tout à fait capables dans les faits de quitter le nid et de se reproduire eux-mêmes. Hamilton définit alors le succès reproducteur d'un individu comme la somme de son succès reproducteur direct et du bénéfice des actes altruistes, c'est-à-dire sa reproduction indirecte. Ok, c'est sympa la théorie, mais tu peux nous donner d'autres exemples concrets? Et les insectes sociaux, tu les oublies? Eh ben, pas maintenant. Sinon ce serait beaucoup trop long, car il y a encore pas mal de choses à dire. On va attendre la prochaine fois pour conclure ce chapitre. No! 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 Bon, juste un dernier mot afin de clore cette partie. En bref, les comportements coopératifs et altruistes n'existent dans la nature que s'il y a bénéfice réciproque aux partenaires en termes de succès reproducteur, que ce soit par sélection directe ou indirecte.